nous ne saurons pas, et c'est mon hypothèse, bâtir un Congo plus beau qu'avant, en étant tout le temps à genoux devant les autres. Il est possible que nous puissions nous engager dans une démarche d'interculturalité comme lieu du donner et du recevoir. Nous n'avons aucune raison aujourd'hui, 56 ans après notre indépendance formelle, de jouer aux aplaventristes, tout le temps en train de ramper comme si nous étions des serpents. Pourquoi est-ce que j'en appelle à la création de notre imaginaire? Pourquoi devons-nous pouvoir inventer notre imaginaire? Le point de départ de cet appel, c'est la peur créée déjà en 1961 par l'assassinat du Premier ministre, M. Patrice Emery Lumumba. Quand nous nous écoutons commenter la vie de Lumumba, plusieurs d'entre nous, ou certains d'entre nous disent, il a été imprudent. Il ne pouvait pas tenir ce discours-là à ce moment-là. Et nous n'essayons pas d'analyser la vie de Lumumba en profondeur pour nous rendre compte que si Lumumba dérangeait, ce n'est pas parce qu'il avait pris la parole le 30 juin, c'est parce qu'il s'inscrivait dans la perspective d'une pensée nationaliste et marxiste. Une pensée qui remettait en question de fond en comble la pensée dominante de ce moment-là, qui était la pensée capitaliste. L'un des malheurs de Lumumba, c'est d'avoir identifié l'adversaire et de l'avoir nommé. L'un des malheurs de Lumumba, c'est d'avoir dit pourquoi l'autre, qui est au Congo depuis 1885, cherchait à s'accaparer des terres congolaises, cherchait à balkaniser le Congo. Et aujourd'hui, plus de 50 ans après, la question des terres congolaises et de la balkanisation du Congo reste permanente. Mais est-ce que nous osons l'aborder? Souvent, non. Pourquoi? Nous avons peur. Ah, ils vont nous tuer comme ils ont tué Lumumba en 61. Mais qui va nous tuer? Où est-ce qu'il est parti après avoir assassiné Lumumba en 61? Est-il parti du Congo? Non. Donc, notre mode de pensée, pour certains d'entre nous, mais pas pour tous, a été un peu tétanisé, inhibé par la peur créée par l'assassinat de M. Patrice Emery Lumumba le 17 janvier 1961. Vous vous rendez compte que les mêmes qui ont été à la base de son assassinat en 61 ont été derrière le coup d'État de 65 et qu'ils ont orchestré la guerre de prédation et d'agression de 1997. Alors, pourquoi devons-nous inventer notre imaginaire? Parce que, au lieu d'identifier cet autre à travers ses méthodes et ses guerres permanentes et sa guerre raciste permanente, nous devenons ses larbins. Et c'est là que, en réfléchissant un peu, on est étonné. Lui, qui est une pieuvre qui a plusieurs têtes, nous fait la guerre, nous pille, nous tue, et nous l'appelons à notre secours comme pompier. J'ai dit, à ce niveau-là, nous ne réfléchissons pas bien. Pourquoi? Parce que plusieurs d'entre nous ont peur de pouvoir lui dire, non, monsieur, c'est vous qui nous faites la guerre. Vous êtes une pieuvre. Vous avez plusieurs têtes. Voilà ce que vous nous menez comme vie
depuis 1885. Qu'est-ce que vous cherchez? Vous voulez prendre nos matières premières, vous voulez prendre nos terres, mais négocions en face à face. Pourquoi passez-vous par des sous-fifres, par des proxys, pour nous tuer? Je ne sais pas si vous réalisez que nos morts se comptent à plusieurs millions. On est à plus de 10 millions aujourd'hui. Mais si vous réalisez l'histoire, vous verrez que le même, en faisant la guerre à la Russie, avait réussi à tuer plus de 20 millions de Russes. Il y a un livre d'un Français dont le nom m'échappe, maintenant ça va revenir, parce qu'il est dans le mien là, à Caen, le Congo, qui comptabilise, qui dit ils ont appliqué un plan, le plan Ost, pendant qu'Hitler attaquait la Russie. Et ce plan-là, quand vous le lisez, il est semblable à ce qui se passe aujourd'hui au Congo. Le plan consistait à quoi? Le plan consistait à tuer les Russes et à occuper leurs terres. La même chose. À dépeupler les terres russes pour que les occupants viennent s'y installer et s'emparer des matières premières de l'URSS à ce moment-là. Et pour faire ce travail-là, ils ont tué jusqu'à 27 millions de Russes. Quand nous, aujourd'hui, nous crions, nous disons, mais pourquoi est-ce qu'ils nous tuent comme ça? Est-ce qu'ils ne sentent pas qu'ils doivent arrêter? Non, ils sont cyniques. Parce que pour eux, ce qui compte, ce sont les profits. La vie de l'homme n'a aucune valeur. Alors, quand nous allons nous aplatir devant eux pour qu'ils trouvent des solutions à nos questions, moi je dis, est-ce que nous ne réfléchissons pas mal? Peut-être qu'on a raison de le faire. Il y en a qui estiment que stratégiquement, on peut procéder de cette façon-là. Mais nous nous posons les questions du genre, est-ce que nous ne sommes pas suffisamment mûrs? Est-ce que nous ne sommes pas suffisamment matures pour trouver d'abord nous-mêmes des solutions à nos questions? Et quand nous les aurons trouvées, nous pourrons aller discuter d'homme à homme avec la pieuvre à plusieurs têtes qui nous extermine depuis 1885. Et quand vous lisez certains textes écrits vers ces dates-là, la pieuvre dit, nous sommes une civilisation supérieure, nous devons pouvoir aller civiliser les inférieurs. Donc, même quand nous sommes en costume cravate et nous croyons qu'ils sont nos partenaires, nous nous mentons à nous-mêmes. Ils ne nous considèrent jamais, jamais comme partenaires, mais beaucoup plus comme instruments, mais beaucoup plus comme des objets, mais beaucoup plus comme, comme on dirait en ma langue, donc des tuntous qu'on peut... Des insectes. Mais ce n'est pas pour rien que à un certain moment, même nous, on s'est appelés les biloulous. Donc, nous sommes moins que les chenilles. Donc, ils peuvent nous tuer et nous irons encore leur dire, mais ils n'ont que faire avec nos larmes. Comment aujourd'hui mettre fin à notre peur pour pouvoir leur parler d'homme à homme? Nous ne saurons pas le faire si nous ne connaissons pas notre histoire. Nous ne saurons pas le faire si nous n'arrivons pas à identifier le mode opératoire de l'autre. Comment est-ce qu'il enchaîne nos pensées? Et où est-ce qu'il enchaîne nos pensées? Il enchaîne nos pensées à travers 3 institutions. L'école, l'université et l'église. Comment voulez-vous, je commence par la dernière institution. Comment voulez-vous que vous et moi, créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, puissions aller nous enfermer dans l'église, dans les églises pendant toute une journée, en train de pleurer et de dire « Zambe, quittez au sale, quittez au sale ». Et nous affirmons au même moment que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est-à-dire
Nous sommes créés comme des créateurs. Donc nous devons pouvoir utiliser notre imagination, notre capacité d'inventivité pour créer, pour co-créer avec lui, parce que Akabeli Biso et Limo Yayemoko. Mais comment est-ce que nous nous les responsabilisons en allant nous en faire, au lieu de kosala musala, tokeyi kovana dans l'église, tobandi kolela. Vous avez quitté au salle. Non, il ne descendra pas. L'école, l'université. Regardez, c'est une Américaine qui écrit ce livre, naturalisée française, Suzanne Georges. Elle a écrit ce livre intitulé La pensée enchaînée. Bamususu tobimaka na université batuniyo, monsieur Outi Wapi. Ah, na Outi Oxford. Ah, na Outi Louvain-la-Neuve. Ah, mais est-ce que vous makambo kende kotanga na ba université wana? Et Outa Wapi. Quand vous lisez ce livre, vous vous rendez compte que les néoconservateurs américains, par exemple, ont leurs universités. Et c'est là qu'ils véhiculent leurs pensées, leurs idées. Ils ont leurs professeurs. Vous prenez par exemple l'un de leurs concepteurs de la pensée, c'est M. Brzezinski. Vous lisez ce livre, vous le trouvez professeur dans une université quelque part. Vers les années 60, il y avait un autre qui s'appelait Milton Obote, et Milton Friedman, qui enseignait à l'université de Chicago. J'ai vu l'un des candidats à la présidentielle en 2016 admirer l'université de Chicago. Il était à l'université de Chicago. J'ai failli me suicider dans ma chambre. J'ai dit, mais c'est pas croyable. Pourquoi? Vous voyez par exemple Pinochet. Pinochet a été formé à l'université de Chicago. Les Sud-Américains qui allaient se former à l'université de Chicago étaient des individus qu'on instrumentalisait pour faire des coups d'État en Amérique latine. Donc, vous croyez que vous étudiez, mais vous êtes en train d'avaler la ciguë. Pour que vous soyez capable d'aller détruire votre propre pays. Malheureusement, aujourd'hui, nous en avons encore beaucoup qui reviennent avec des théories néolibérales, par exemple. Vous lisez calmement leurs théories, elles ressemblent à ce que Milton Friedman enseignait à l'université de Chicago. Ils vous disent qu'avec ces théories-là, ils vont relever le Congo. Alors comme ils promettent qu'ils vont créer des emplois, qu'ils vont donner à manger, à boire, nous applaudissons. Mais nous ne jugeons pas leurs théories de plus près. Ah, quelqu'un qui vous dit par exemple, nous allons sauver le Congo avec 800 millions de dollars. Cet argent viendra d'où? Ah, on va ouvrir les vannes de toutes les miettes qu'on peut ramasser. Cette pensée cache quelque chose. C'est-à-dire, demain le Congo sera ouvert aux banques et aux multinationales. Ils iront, comme ils le font déjà maintenant, s'installer pour le bonheur d'un petit nombre. Et le reste, on va se partager les miettes. On va souffrir davantage.